Salut à toutes et à tous, bienvenue de nouveau dans le CQFR. Vous le savez, l'été, l'actualité n'est pas forcément très, très riche. Je vous cache pas qu'on a creusé un petit peu ce matin avec Benjamin pour trouver des sujets, mais malgré tout, on a quand même toujours, comme toujours, on a trouvé, déniché des choses qui étaient intéressantes à soulever, qu'on va être ravis de discuter, dont on va être ravis de discuter avec vous. Euh, une des choses en fait dont on avait envie de parler avec vous ce matin, c'est ça peut paraître un peu incongru, ça peut sortir de nulle part, mais c'est les Houston Rockets. Tout simplement parce qu'on a trouvé voilà un article qui parlait un petit peu de Jalen Green, qui parlait un petit peu de ce qu'il avait pu faire cet été. C'est une équipe sur laquelle on se posait plein de questions au moment de la draft, au moment de la trade deadline. Si vous avez suivi un peu les podcasts qu'on avait fait avec Shai et Antoine à ce moment-là, on était un petit peu circonspect sur les choix de Houston à ces moments-là. Mais du coup, voilà, l'article qu'on a trouvé était plutôt intéressant. Benjamin, bonjour tout d'abord. Comment ça va, toi? Écoute, Tu tiens le choc? ça va super, surtout qu'on est à un jour de la Coupe du Monde. Donc certes, il n'y a pas beaucoup d'actualité. Bientôt, on va retrouver un peu de basket de très haut niveau. Donc ça, c'est top. Ouais, exactement. Donc, je sais pas si tu veux, je te propose d'expliquer un petit peu ce dont on voulait parler au sujet de Jalen Green, et puis comme ça, on pourra lancer le sujet. Ouais, bien sûr. En fait, donc l'article, en l'occurrence, de Kelly Iko de The Athletic, il parle un petit peu de comment Jalen Green s'en est sorti avec la Select Team de Team USA. Un peu le groupe de jeunes qui est servi de partenaire d'entraînement à Team USA. Et il explique notamment en fait, il est arrivé vraiment surpréparé. Il était vraiment en super forme, dans un super bon état physique, plus fort, plus rapide, mais aussi plus intelligent. Donc c'est vraiment, peut-être un énorme progrès de la part de Jalen Green. Dans l'article détaillé un petit peu de Kelly Iko, il parle aussi de comment les gars de Team USA ont essayé de le mettre dans des situations de pick and roll en tant que ball handler, comment ils ont essayé de tester son decision making, de faire de lui un meilleur joueur avec la balle dans les mains. Donc j'ai envie de dire, ça s'annonce bien pour Jalen Green. S'il est vraiment en super forme et qu'en plus il progresse dans tous les autres aspects du jeu, c'est peut-être la saison de Jalen Green même, j'ai envie de dire. Donc ouais, je trouve ça vachement positif. Et puis côté Rockets, on a un projet qui est jeune, qui est intéressant. Jalen Green, c'est un petit peu la pièce centrale de tout ça pour l'instant. Donc c'est une nouvelle qui, je trouve, est importante parce qu'elle permet aussi de déterminer un petit peu le plafond des Rockets l'année prochaine. Et je sais pas toi si tu crois en Jalen Green, et personnellement, je crois beaucoup en ce joueur-là. Donc moi, recevoir ce genre de news, c'est top parce que ça confirme un petit peu mes espoirs. Ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, je t'avoue que je suis assez partagé au sujet de Jalen Green. C'est un joueur qui est bourré de talent athlétique, de bourré de talent offensif. Ça pose pas question. Par contre, c'est vrai que son style de jeu est assez erratique. Il est encore extrêmement jeune, hein, ce qu'il faut bien réaliser. Finalement, ce qui m'a le plus parlé, moi, dans l'article dont tu parles, c'est le fait de voir que le staff de Team USA avait été épaté par son état sa condition physique en fait, et le fait que déjà début août, il était déjà manifestement affûté, qu'il avait déjà fait une préparation physique, parce que très souvent pour les jeunes joueurs, c'est la chose qui pêche un petit peu dans le sens où ils sont jeunes, donc de toute façon, ils pensent être en forme. L'alimentation, c'est pas un problème. Ils sont pas forcément aussi pointus sur leur préparation physique que le deviennent des vétérans par la suite. Voilà, que ce soit Luka, que ce soit Zion, que ce soit même Anthony Edwards, jusqu'à il y a pas très longtemps. C'est un petit peu des péchés de jeunesse qu'on connaît bien. Et moi, ça, j'ai trouvé que c'était potentiellement une vraie marque de maturité de la part de Jalen Green, et ça arrive à un moment important parce que il a joué que 2 saisons. Il est jeune, encore une fois, mais il y a un moment où Houston va devoir quand même avancer. C'est pour ça que j'étais un petit peu surpris par finalement ce qui s'est passé à la draft, et puis et surtout au moment de la trade deadline, c'est qu'ils ont fait venir des vétérans, Dylan Brooks, que ce soit, ça y est, le nom de l'ancien meneur de Toronto Fred m'échappe. VanVleet, ouais, Merci, Fred je Van t'en Vliet, prie. voilà, Jeff Green, donc des vétérans qui sont là pour encadrer, mais qui sont aussi là pour jouer. Donc il y a un moment où le projet jeune, il va falloir que les meilleurs joueurs sortent du lot, prennent leur place dans l'effectif, montent en régime, montent en puissance, prennent leur place dans la rotation. Et de ce point de vue-là, je trouve ça vraiment intéressant pour les Rockets, parce que ça me donne l'impression que Jalen Green a bien compris ce qui était en train de se jouer cet été, ce qu'allait jouer cette saison. Et je pense que c'est intéressant pour Houston, qui allait quand même nulle part jusqu'à présent, et qui, par ses choix, notamment durant la free agency, a manifestement l'ambition de passer un palier. Donc si Jalen Green est déjà dans cet état d'esprit,
qu'il est déterminé et qu'il montre progression dans ce qu'il pêchait encore jusque-là. Hein. Tu as parlé on le voyait avec la balle en main, dans le decision making, le fait de créer pour les autres, défensivement. Ça, c'est vraiment les secteurs du jeu sur lesquels il doit progresser à court terme, je pense. C'est vraiment intéressant pour Houston. Et maintenant, la question, et ça, on va pouvoir en parler, Benjamin, parce que cette équipe a une tonne de joueurs. Même quand on voit qu'ils ont réussi à mettre la main sur Cam Whitmore, qui a été très très bon pendant la Summer League, il va falloir trouver des minutes pour tous ces jeunes. Donc, à un moment, il va falloir faire un peu d'écrémage. Et voilà, c'est les meilleurs qui vont devoir s'illustrer et prendre leur place dans l'équipe. Carrément, et par rapport à Jalen Green, un truc qui me rassure aussi dans tout ça, c'est que, voilà, je parlais de avec la balle, mais Jamal Mosley, qui est le coach de la Select Team et du Magic, disait aussi qu'il était impressionné par le côté sans ballon de Jalen Green. Et c'est là que je trouve ça aussi positif, c'est que j'ai l'impression qu'il comprend que dans cette équipe-là, ce sera plus le. Je sais même pas si c'était lui le ball handler principal ou si c'était Kevin Porter Jr. Mais en tout cas, je pense qu'il a compris clairement qu'il aurait un rôle plus secondaire l'année prochaine. Et ça, je trouve ça positif parce que, comme tu le dis, il va falloir à un moment faire un petit peu d'écrémage et aussi placer les jeunes qui peut-être ont été mis dans des rôles un peu principaux quand ils étaient seuls, dans des rôles un peu plus secondaires, et notamment Jane Green qui va devoir fatalement prendre un peu de recul. Ouais, Après, excuse-moi, oui, oui, t'as d'autant plus raison, je vais te laisser la parole bien sûr, mais c'est au-delà de Kevin Porter, il y a aussi bien sûr Fred VanVleet, il y a Amen Thompson qui sera amené à porter le ballon lui aussi, donc oui, effectivement, carrément. il y aura forcément une redistribution un petit peu des tâches, et même si Jalen Green, je pense, reste au-dessus de ses joueurs dans la hiérarchie de l'équipe, t'as raison de le souligner, c'est important qu'il puisse montrer qu'il peut aussi jouer à côté de ball handler qui crée du jeu pour l'équipe. Et surtout Van Vliet qui, je pense, va vraiment avoir le ballon la plupart du temps la saison prochaine. Mais c'est vrai que du coup, comme tu dis, il y a plein de vétérans qui arrivent, qui prennent de la place. Il y a des jeunes du coup qui vont peut-être en subir les conséquences en termes de temps de jeu. Maintenant, c'est vrai que je trouve que Houston a fait un bon travail pour déterminer une hiérarchie. Par exemple, quand ils ont transféré Taita Washington et Ousmane Garouba pendant l'été, qui étaient quand même 2 récents premiers tours de draft, ils ont un petit peu dit: «Bon voilà, on a aussi conscience qu'on ne pourra pas développer tous nos jeunes et qu'on ne pourra pas trouver du temps de jeu pour tout le monde. Donc bon, vous 2, ça part et on garde ceux qui nous intéressent». Et ceux qui les intéressent, ça va être effectivement, Jalen Green qui a clairement une place de titulaire indiscutable, Thompson qui je pense est, une des nouvelles pièces maîtresses de leur projet, et derrière on a un petit peu, j'ai envie de dire des side projects comme, Cam Whitmore du coup, sur lequel il y avait eu des doutes par rapport à de potentiels problèmes physiques, et Alperen Sengun qui, est un profil remarquable, qui s'est pas mal illustré du coup pendant le tournoi, de préqualification olympique, et qui au-delà de ça, voilà, est un potentiel un petit peu indéfini parce qu'il ressemble à un mini Nikola Jokic et en même temps, on n'est pas sûr qu'il puisse un jour vraiment jouer un rôle de titulaire en NBA. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Il y a ces pièces maîtresses qui sont prêtes à jouer maintenant, dont Jalen Green, dont Thompson. Il y a à côté des projets un petit peu secondaires qui vont beaucoup déterminer le plafond de cette équipe, mais qui ne sont pas encore vraiment prêts, je pense, à avoir un impact aujourd'hui en NBA et dans le système des Rockets. Après, à voir si Ime Udoka nous surprendra. Mais voilà, je pense qu'il y a une hiérarchie qui est claire. Je pense que le projet des Rockets s'est bien lancé. Ouais, c'est intéressant et tu fais bien de souligner Sengun qui avait été déjà excellent au championnat d'Europe l'an dernier. On se rappelle qu'il avait fallu un match assez monstrueux de Rudy Gobert pour éviter à l'équipe de France de perdre contre la Turquie. Et moi, c'est un joueur que j'adore hein, sur le talent, sur le sens du jeu, le sens de la passe, le culot même parfois. C'est vrai que ça sera intéressant aussi de voir s'il rentre dans le plan de jeu des Rockets. C'est pas tant sur le... Je pense que c'est pas tant un problème de niveau et de potentiel. Moi, j'ai pas mal d'espoir pour Sengun. C'est plus de voir s'il rentre dans le moule effectivement de ce que voudra apporter Ime Udoka. Je pense aussi que certains jeunes joueurs vont devoir monter en pression côté défensif. On sait que c'est un des aspects du jeu autour desquels Ime Udoka ancre son style et sa philosophie de basket. Euh, on sait qu'il sera exigeant avec ses jeunes. Je t'avoue que j'étais pas du tout convaincu, encore une fois, comme je le disais en entame du CQFR au moment des choix des Rockets. Je commence peut-être à mieux saisir ce qui est en train de se mettre en place. Je trouve cette équipe au bout du compte plus intéressante que j'aurais pu l'imaginer. Ça va vraiment dépendre de la capacité des jeunes à pouvoir se mettre au diapason des vétérans pour qu'il n'y ait pas une trop grande fracture finalement entre des vétérans qui savent déjà ce qu'il faut faire, comment jouer avec un style de jeu peut-être en tête qui pourrait coller avec celui du coach, et des jeunes qui sont encore en pleine découverte finalement de leur potentiel et de ce que c'est qu'être un athlète de haut niveau en NBA. Donc je la trouve
intrigante au bout du compte cette équipe des Rockets et j'avoue que je commence à avoir hâte de voir ce que ça va donner et quelle impulsion Ime Udoka va pouvoir donner à cette équipe. Et puis sur le côté défensif, tu as raison de le souligner. Et dans le côté ready aussi, dans les joueurs qui me rassurent pas mal, il y a Jabari Smith Jr., qu'on a vu un petit peu Ah s'entraîner oui, notamment t'as avec. raison, on en a même pas parlé. Bah, c'est ça, en fait, l'effectif est tellement profond presque qu'on n'a pas pu parler de tout le monde et Smith Junior qui s'entraîne avec Kevin Durant actuellement, on sait de un que c'est déjà un très bon défenseur et de 2 qu'il a encore fait des progrès alors que c'est le deuxième joueur le plus jeune de l'effectif. Il est encore plus jeune que Amen Thompson. Je trouve ça assez amusant, d'ailleurs à souligner. Mais, je pense que c'est un joueur sur lequel Ime Udoka va pouvoir beaucoup reposer. Pareil dans les side projects dont je parlais, il y a aussi Tari Eason, Ouais. un joueur qui est quand même très défensif et très intéressant et puis, voilà en fait le roster est bien équilibré. Pareil, on n'a pas parlé de Jock Landale qui est forfait pour la Coupe du Monde, si je ne m'abuse, qui va pouvoir apporter un petit peu une encre aussi dans la raquette au poste de pivot. En fait, on a vraiment un effectif qui est complet, qui a pas trop de jeunes à développer non plus, je pense, où les hiérarchies est claire et où chacun a l'air de comprendre à peu près son rôle. Donc, je pense que le projet des Rockets, qui pareil, je suis d'accord avec toi, au début de l'été, j'avais peut-être un peu plus de mal à le comprendre, mais je trouve que plus on le regarde et plus on y réfléchit, et plus c'est convaincant. Ouais, ben en tout cas, on a hâte de voir ça, voir parce qu'on sait aussi, on est aussi habitué à tous ces commentaires qui sortent l'été, un tel a pris 10 kilos purement de muscle, un autre a travaillé son shoot à 3 points non-stop, il est à 90% de réussite aux entraînements, on sait que bon, ça peut avoir une valeur relative, en tout cas on a hâte de voir ça sur le terrain. Je te propose de parler d'un autre joueur que j'ai mentionné tout à l'heure en passant, c'est Anthony Edwards. Alors on en avait déjà parlé en début de semaine sur le fait qu'il était en train de devenir the guy selon Steve Kerr au sein de Team USA et peut-être même de passer un cap significatif dans la foulée de ses excellents playoffs avec les Wolves. Ce qui est intéressant là, c'est que donc dans le staff, dans le coaching staff, il y a aussi Eric Spoelstra et qui interviewé sur le bord du terrain à la fin d'entraînement, d'un entraînement par un journaliste américain, j'ai plus le nom en tête, je m'en excuse. Expliquait que bah, finalement il y avait qu'il aimait pas les comparaisons. En gros, Spoelstra disait qu'il aimait pas comparer les joueurs à d'autres, mais qu'il pouvait pas s'empêcher de penser à Dwayne Wade en voyant Anthony Edwards sur le terrain, que ce soit dans bah, l'explosivité, le talent et la vitesse d'action, etc. J'ai trouvé la comparaison assez intéressante au bout du compte. Quand on sait bah, les athlètes phénoménaux que sont ces deux joueurs, le fait que bah, au début on pensait qu'ils n'avaient pas vraiment de shoot fiable et que finalement c'est des choses qui se sont mises en place du côté de Wade. De ce côté-là, je pense que Anthony Edwards est même un petit peu en avance. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ces déclarations, enfin de cette déclaration, de cette phrase de Spoelstra? Déjà, ça m'a marqué parce que j'ai l'impression que j'entends pas beaucoup Eric Spoelstra faire ce genre de choses. Et dans la quote, il dit d'ailleurs, il dit, «Je suis pas vraiment le genre de personne qui fait des comparaisons» et c'est vrai, personnellement, Eric Spoelstra, c'est pas le joueur que j'entends dire souvent: «Ah oui, ce mec, il me rappelle, Tim Duncan, ce mec, il me rappelle, Alonzo Mourning, ce mec, il me rappelle, Jimmy Butler», je sais pas. C'est vrai que c'est un petit peu peut-être la première fois que je l'entends être aussi élogieux par rapport à un jeune. Alors j'ai retrouvé c'est CNN Philippines pour info et du coup, il lui expliquait vraiment, bah, moi, ça me ramène à une époque où j'étais plus jeune, ça me fait plaisir et c'est dans la manière dont il bouge, dont il se bat, dont il électrifie la foule que ça lui rappelle Dwayne Wade et je suis assez d'accord parce que déjà, c'est un joueur, bah, qui est très rapide, très explosif, très impressionnant, très fort sur ses dunks. C'est un joueur qui, mine de rien, drive énormément. C'est un des arrières qui drive le plus en NBA donc je pense que la comparaison, elle est pertinente. En fait, elle me fait vraiment plaisir parce que c'est vrai qu'Anthony Edwards, quand il est arrivé en NBA, on n'était pas exactement certain de son potentiel. On avait des doutes par rapport à sa détermination, et cetera et le fait qu'on en soit aujourd'hui, après 3 saisons NBA, au stade où il est All-Star, leader de Team USA et comparé à Dwayne Wade et où on peut vraiment se dire: «La comparaison est pertinente», ça montre à quel point Anthony Edwards a réussi à nous convaincre en 3 saisons, en fait et donc je suis assez conquis par cette quote et je suis assez d'accord avec lui. Il me rappelle pas mal Anthony Edwards. Aussi dans le tempérament, tu vois? Un tempérament quand même bien trempé. Hem, Pardon, il me rappelle Dwayne Wade, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que, bah, voilà, c'est un compliment quand même, assez rare de la part de Spoelstra et donc il doit aussi faire plaisir à Edwards lui-même.
Ouais, en fait, il y a aussi un aspect, alors ça c'est peut-être un peu plus intangible, mais pour ceux qui se rappellent ou qui sont assez vieux pour avoir vu jouer Dwayne Wade durant ses premières saisons, il y avait une espèce un petit peu d'exubérance, d'assurance et en même temps de fraîcheur dans le jeu. Et je trouve ça, pour des joueurs qui étaient très jeunes, et ça, je trouve qu'on le ressent beaucoup chez Anthony Edwards. C'est intéressant aussi parce qu'effectivement, Wade était arrivé en NBA plus âgé que ne l'a fait Anthony Edwards. Donc c'est là-dessus aussi qu'on peut imaginer qu'il est un peu en avance. C'est pas pour autant pour dire qu'il fera la carrière de Dwayne Wade, hein, je dis pas ça. Je sais même pas s'il en a voilà, vraiment le potentiel, parce que Dwayne Wade, c'est un Hall of Famer sans aucune question. Mais par contre, il y a vraiment il y a des similitudes, effectivement. C'est une comparaison qui m'avait pas frappé d'emblée, et j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, qu'Eric Spoelstra souligne ça. Ça va être intéressant, encore une fois, on n'arrête pas de le dire cette semaine, mais de voir ce que Edwards pourra faire pendant ces playoffs. Et mine de rien, en fait, c'est paradoxal, parce que là aussi, on a beaucoup tapé sur les Wolves, et à juste titre, je pense, la saison dernière. Ce qu'ils ont montré en playoff était quand même intéressant. La série contre Denver, il y a le coaching staff et plusieurs joueurs, même des Nuggets, ont dit que finalement ça avait été la série la plus compliquée pour eux de leur parcours en playoff. Alors il peut y avoir une forme de provocation, mais il y a aussi il y a une forme de réalité. Moi j'ai trouvé que Rudy Gobert était le joueur qui avait donné le plus de difficultés à Jokic pendant son parcours. Alors forcément, quand on connaît le talent du bonhomme, les difficultés se voient pas forcément sur la ligne de stats, ou de toute façon son rendement, tu peux pas vraiment l'impacter énormément, mais pour avoir vu pas mal de matchs de cette série, c'était quand même, je trouvais qu'il lui avait vraiment compliqué la tâche. Et ça va être intéressant de voir ce que vont faire les Wolves à la rentrée. Je continue à pas être certain que la doublette Karl Anthony Towns, Rudy Gobert puisse les mener aussi loin que ça. Mais malgré tout, il y a un scénario, je pense, dans lequel les Wolves pourraient faire une belle saison régulière, en tout cas. Ça va être intéressant de voir. En fait, ce qui m'intéresse de voir, c'est si vraiment la hiérarchie d'équipe va s'établir avec un Anthony Edwards en chef de file. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution si cette équipe veut aller loin. Donc ça sera intéressant à voir, et de voir, comme on le disait en début de semaine, Benjamin, si au cas où Ant ferait une belle Coupe du Monde, s'il y aurait ce fameux effet qui passe d'une compétition FIBA réussie à une saison NBA qui part sur les chapeaux de roue, sera intéressant à suivre. Clairement, et je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que la limite des Wolves, c'est peut-être plus quand même la raquette Gobert-Towns, c'est plus dans une question presque de philosophie de jeu, de est-ce qu'aujourd'hui encore on peut aligner 2 pivots ensemble? C'est plus ça le problème des Wolves qu'Anthony Edwards, qui sur la série face aux Nuggets, par exemple, était à 31 points de moyenne, certes sur des pourcentages un peu moins intéressants que l'année dernière quand il était déjà à 25 points de moyenne, mais voilà, mettre 30 points de moyenne en playoff, c'est pas n'importe quoi, et tu le soulignes, effectivement, il est très jeune, il a l'âge aujourd'hui, même il est plus jeune aujourd'hui que Dwayne Wade quand il a été drafté en NBA. Donc c'est vrai que la comparaison, elle arrive maintenant. Après 3 saisons, elle a été un peu durement acquise pour Anthony Edwards, qui a quand même pas mal bossé aussi depuis son arrivée dans la ligue. Mais voilà, c'est un jeune qui a un potentiel tout simplement fou. Et donc oui, j'espère que l'année prochaine, ça se retranscrira sur les Wolves de manière générale. Et je pense que c'est peut-être la clé qui peut leur permettre d'aller loin quelque part et de pas trop se limiter par ce duo d'intérieur. Et après, si le duo d'intérieur fonctionne et que Anthony Edwards fonctionne aussi, voilà, la sky is the limit. Ça peut être une équipe qui peut vraiment devenir très intéressante. En tout cas, voilà, clairement à surveiller pour Edwards et pour plein d'autres raisons. Ouais, bah on suivra ça. Et puis bah, pour finir, voilà, Benjamin, on voulait finir sur une note un petit peu nostalgique, forcément. Hier aurait été le 45e anniversaire de Kobe Bryant. Euh, D'ailleurs, si vous allez sur Basket Session, on a ressorti pour l'occasion le podcast qu'on avait fait l'an dernier, il y a un an, jour pour jour, avec Shai Mamou, Antoine Pimel, où on partageait un petit peu nos souvenirs de Kobe, pour raconter un peu qui était Kobe pour nous, les moments, les manières dont il nous avait marqué ou impacté. Et finalement, comme on est de deux générations très différentes, Benjamin, je me disais qu'on aurait pu le faire, alors peut-être pas forcément en allant en longueur, mais j'étais curieux de savoir, en fait, pour toi, par exemple, qu'est-ce qu'avait représenté Kobe Bryant? Qu'est-ce que c'est Kobe Bryant? Comment tu percevais ce joueur, toi? Bah, je dois dire que j'ai jamais été un énorme fan de Kobe Bryant. Parce que je suis arrivé dans le monde du basket à un moment où il était déjà, il avait largement dépassé son prime et était beaucoup plus proche de la retraite. Et du coup, quand je suis arrivé, c'était quand même un joueur qui était âgé, qui prenait à peu près tous les ballons et pour des résultats qui n'étaient pas exactement au niveau auquel on me l'avait vendu. Maintenant, c'est vrai que du coup, je suis aussi de la génération qui a grandi, je pense, le plus en entendant des gens tirer
des boules de papier dans des corbeilles et en criant Kobe, tu vois? Donc c'est un des premiers noms que j'ai entendu, si ce n'est d'ailleurs le premier nom que j'ai entendu. Pour moi, c'était un mec qui était aussi populaire que Michael Jordan, qui était aussi populaire que LeBron James, parce qu'il y avait cet aspect un petit peu culturel-là. Donc j'ai jamais eu vraiment un lien très basket avec Kobe Bryant. Mais en termes de culture, c'est vrai qu'il a été un petit peu, omniprésent dans ma découverte du basket quand même, que je suis arrivé un petit peu à la fin de la génération Kobe, si tant est qu'il y en ait une. Et que, bah, voilà quoi, c'est quand même un joueur qui a marqué mes débuts dans le basket. Et quand il est décédé, c'est vrai que, j'ai été très affecté, même si j'ai pas été fan de Kobe, même si j'ai pas eu un lien particulier avec Kobe, parce que c'était un monument du basket et que quand il est parti, j'ai réalisé à quel point ce mec était, en fait, important dans le monde du basket. Et c'était un petit bout de basket qu'on avait perdu ce jour-là. C'est vrai que même si j'ai pas été fan, bah, ça m'a un petit peu aussi, rapproché du bonhomme parce que j'ai réalisé à quel point c'était, un mec qui était important pour ce sport qu'on aime tous, tellement. Et donc, voilà quoi, il y a eu un rapprochement émotionnel à ce moment-là. J'ai pas un lien particulier avec Kobe, mais bon, il est là quand même. Je sais pas toi du coup, parce que toi, tu es plutôt la génération avant Kobe finalement? Ouais, bah oui, oui, complètement. Bah moi, j'ai eu l'occasion de voir, j'ai vu toute la carrière de Kobe depuis sa draft jusqu'à la fin. Alors moi non plus, j'étais pas non plus un fan de Kobe. Euh, j'ai toujours respecté son jeu, respecté son tempérament. J'avoue que je l'ai plus apprécié sur la fin, moi, personnellement, que sur ses débuts où j'avais le sentiment qu'il était un petit peu en train de se chercher en termes d'image, en termes de positionnement. Il y a pas mal de choses qui m'agaçaient, même si encore une fois, je respectais son jeu. Par contre, finalement, moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est la manière dont sa disparition tragique m'a touché, en fait. Je m'attendais pas du tout à être touché. Je suis pas du tout du genre à être particulièrement touché par les disparitions de célébrités ou de gens que je connais pas personnellement. Et en fait, ce qui s'est passé avec Kobe, c'est un petit peu l'analogie que j'ai trouvée, c'est que pendant 20 ans, Kobe, c'était un petit peu comme mon voisin d'en face, en fait. On a tous un voisin qu'on connaît de vue. Il y a des jours où on parle avec lui dans l'ascenseur, on le trouve sympa. Il y a des fois, il casse-pied parce qu'il a mal garé sa voiture. On se dit, mais il est relou celui-là, etc. Et au bout du compte, on les connaît pas forcément réellement, mais c'est des gens qu'on connaît. Et en fait, pendant 20 ans, Kobe, il a fait partie de mon quotidien, ou pas loin, en fait. Pour avoir eu la chance aussi de pouvoir le voir durant les Jeux Olympiques 2012, j'avais eu la chance de pouvoir aller à Londres pour Rivers et Basket Session, de suivre les Jeux Olympiques. Donc, d'avoir vu de près, de l'avoir vu interagir avec ses coéquipiers, d'avoir pu lui parler, même si c'était voilà, dans les scrums de journalistes en sortie de. Les zones presse, pardon, de journalistes en sortie de match et d'entraînement. Bah, je me suis rendu compte finalement du lien que j'avais avec ce joueur sans m'en être, alors que je m'en étais pas forcément rendu compte durant sa carrière, durant sa vie. Et c'est vrai que, bah, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai commencé à l'apprécier plus vers la fin quand j'ai eu le sentiment qu'il assumait un certain nombre de choses et de traits de caractère plus que par le passé. Je trouvais vraiment intéressant tout ce qu'il faisait une fois qu'il a arrêté de jouer. Même on parlait quand on parlait de la performance d'AJ Wilson hier, on parlait un petit peu de l'engouement qu'il y avait autour de la WNBA et Kobe était vraiment, je pense, l'un des il a eu un rôle important, je pense, là-dedans, dans le fait d'essayer de pousser un petit peu cette ligue. Donc, bah, forcément, ça fait toujours un pincement au cœur. Et puis, voilà, forcément, les circonstances tragiques de sa disparition ont marqué tout le monde. Ça, je pense que c'est pas un secret. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est vraiment une légende. Je pense que c'est un peu dur derrière, tu sais, quand on voit des classements de joueurs, des tops, etc. Je trouve que le cas de Kobe Bryant est toujours vraiment compliqué parce que maintenant il y a tellement d'affect autour de lui que parfois je pense que ça embrume pas mal de choses. C'est très dur de jauger sa valeur et sa carrière, le joueur qu'il était, sans être trop touché par la fibre sentimentale. En tout cas, voilà, c'est clairement, tu parlais de culture, c'est clairement l'un des joueurs qui a marqué profondément la culture basket, au même titre que Jordan, au même titre, alors je dis pas forcément au même niveau, mais effectivement, là-dessus, il a marqué des générations comme Jordan l'a fait, comme Allen Iverson l'a fait, comme d'autres joueurs l'ont fait. Je pense que c'est un monument tout simplement du basket. Ouais, carrément, et je te suis complètement sur le fait que je m'attendais pas non plus à avoir cette réaction quand elle a disparu de pareil, j'ai pas ce rapport aux célébrités qui fait que, je m'émeus, quand elles disparaissent. Kobe, c'était encore différent. Moi, c'était pas tant un voisin d'en face parce que finalement j'ai jamais habité en face de chez lui, tu vois? Et mais surtout T'habites pas à Los Angeles depuis, depuis ta naissance dans les quartiers UP? je suis plein de surprises, mais pas à ce point-là. Et c'est vrai que, bah, en fait, moi, j'ai jamais trop connu non plus en live,
donc j'avais pas ce rapport avec lui. C'était juste vraiment le fait de perdre un monument du basket qui m'a pas mal touché et tu as complètement raison sur la partie affect, sur la partie culture et cetera et je tiens juste à dire du coup que si on a raté son anniversaire et ça c'est pas dramatique. Moi j'ai oublié l'anniversaire de mon père, 2 jours plus tôt donc Ça, c'est pire. c'est bien pire, mais on voulait pas, quoi et bah, aujourd'hui, on est quand même le 24 août, donc le 24/08, donc j'ai envie de dire, c'est un bon jour pour parler de Kobe Bryant. Bon Kobe Day à tous. Bien, bah, parfait. Écoute, c'est le mot de la fin idéal. Nous, bah, on vous retrouve demain pour un nouveau CQFR. Dans la journée d'aujourd'hui, jeudi, il y aura un podcast aussi. Suivez-nous sur les réseaux, vous trouverez tout ça. Et on vous dit à très vite. En tout cas, bonne journée et bon Kobe Day du coup. Salut.